Bonjour à tous, bienvenue sur ce live fantassin du jour. Première question, est-ce que tout le monde peut confirmer qu'il m'entend bien? Est-ce que le son est ok? C'est parfait. Bon, il est 13 h. On va attendre peut-être une petite minute le temps que tout le monde arrive. Et on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Alors, la petite minute est passée. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. Sujet du jour pour ce live fantassin numéro 9. Aujourd'hui, on va parler de contenu. On va pas vous apprendre à écrire, pas du tout. Par contre, on va parler de structuration de contenu. Et un des objectifs qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement de partager la méthode qu'on utilise nous sur les projets de nos clients. Et en espérant qu'elle puisse vous servir et que vous puissiez l'appliquer. Donc, comme le titre du live l'indique, c'est c'est une méthode qu'on utilise qui est basée sur le travail qu'on aura fait en amont sur les personas. Euh, on vous expliquera tout de suite, tout à l'heure pourquoi. Mais dans tous les cas, voilà, les personas, c'est à la mode depuis plusieurs années. Donc, si déjà il y a un travail qui a été fait là-dessus, autant l'exploiter. Alors, on est parti. La présentation va être dense parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'apprendre à structurer les contenus de votre site web en exploitant le travail que vous avez fait ou que vous avez fait faire ou que vous allez faire sur vos personas. Point numéro 1 qu'on va voir, c'est de quoi on va parler. On va parler aujourd'hui d'architecture de l'information, structure, architecture, tout ça, c'est voilà, pas de surprise. On va parler d'objectifs, je vous expliquerai tout à l'heure. On va parler de persona et de parcours, c'est assez logique, c'est dans le titre. Et on va parler de roadmap, parce que planifier de faire du contenu sans faire une roadmap, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. De quoi on ne va pas parler aujourd'hui? On ne va pas parler de SEO, donc il ne faut pas vous attendre à avoir du contenu SEO. L'idée, c'est de traiter la méthode d'un point de vue utilisateur. Le SEO, c'est une surcouche ou une couche collaborative qui doit venir qui doit venir en même temps que ce travail-là et qui doit être croisé. Le deuxième point dont on ne va pas parler surtout, c'est de vous. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, en petite intro, on peut rappeler la raison pour laquelle le sujet des contenus, en fait, sur un site web notamment, c'est un sujet stratégique. Euh, la première raison, c'est que sur si c'est, je ne vais pas dire tous les sites, mais sur beaucoup de projets de création ou de refonte de sites, le contenu, c'est toujours le pain point principal. En général, on anticipe très mal la quantité de contenu qu'on doit produire, on anticipe très mal le temps nécessaire pour produire ce contenu, et on anticipe encore plus mal les ressources nécessaires pour produire du contenu. Quand je parle de ressources, c'est par exemple faire appel à un expert d'une thématique parce que vous avez un moment un contenu d'expert justement sur votre site et vous ne l'êtes pas assez. Bah, ces gens-là, il faut réussir à les toucher, il faut planifier, etc., etc. Ça prend du temps. Le deuxième point, euh, pourquoi le contenu c'est stratégique? C'est parce que le contenu sur une création, une refonte de site, ça va vivre au milieu du design, au milieu de la technique. Le truc, c'est que les designs et la technique, c'est que des supports au contenu en fait. C'est, il faut pas résoudre le site à du visuel ou à de la technique. Euh, le contenu reste la matière de base. L'idée des deux autres métiers, c'est qu'ils viennent travailler ensemble pour mettre ce contenu en avant et mettre le message en avant.
Et la troisième raison pour laquelle le contenu, c'est un sujet hyper stratégique, c'est que bien souvent, là pour le coup, on peut parler d'expérience. N'hésitez pas dans le chat à nous faire part de la vôtre. Bien souvent, sur les projets de création ou de refonte de sites qu'on fait pour nos clients, le réflexe, en fait, c'est de parler de nous. C'est je parle de moi avant de je parle à l'utilisateur. Et ça, c'est un gros problème parce que l'utilisateur, on verra, tant que vous n'avez pas répondu à ces questions, vous avez beau dire qui vous êtes, voilà, on s'en fiche un peu. Alors, pour aujourd'hui, le thème, ça va être la cuisine. Voilà, comme d'habitude, sur nos lives, il est 13 h, je sais pas pour vous. Euh, Moi, j'ai mangé, j'ai encore un peu faim. Donc, le thème du jour, c'est la cuisine. Voilà. On va partir. Avant de partir sur une bonne recette, on part toujours des ingrédients. Donc, je vous ai préparé quelques points à préparer si vous voulez aborder cette méthode fantassin, si vous voulez l'aborder comment dire, avec tous les éléments nécessaires. Le premier point, c'est garder en tête ou mettez-vous un petit rappel sur le parcours d'achat type d'un utilisateur. C'est le genre de courbe que vous trouvez facilement sur le net. Vous avez facilement des interprétations un petit peu différentes. Avec les années, nous, on en est venu à mettre en place justement notre propre interprétation liée aux projets sur lesquels on a travaillé, liée à notre typologie à la typologie des projets sur lesquels on intervient. Et aujourd'hui, on arrive assez justement par rapport à nos projets à un parcours type qu'on a réussi à découper en 7 phases, de l'identification du besoin à l'exploration, ensuite la comparaison, ensuite l'acte d'achat qui est toujours un acte émotionnel, qui est conforté par des actes beaucoup plus rationnels, notamment en amont, pendant la considération, la comparaison. Après l'achat, il y a des phases qu'on oublie souvent, c'est les phases d'usage en fait. Quand je dis achat, ça peut être un produit, un service, une expérience, c'est tout, hein. C'est acheter quelque chose ou consommer quelque chose. Donc la phase d'usage ou justement de consommation, elle vient juste après. Elle est suivie par la phase d'évaluation et bien sûr, après l'évaluation, on a soit de l'engagement, soit du désengagement. Nous, ce qu'on aime bien rajouter sur ce parcours d'achat, c'est l'étage que vous voyez en dessous avec les M. C'est les indices de maturité en fait. Et l'idée, c'est de se rappeler que plus un utilisateur progresse dans votre parcours, en fait, bah, plus en principe, il gagne de la maturité sur votre sujet. Voilà. Et la petite note qui est importante, c'est que en fonction de votre positionnement et de votre contexte à vous, en fait, vous n'êtes pas obligé de couvrir toutes les étapes. Après, il y a des liens logiques qui doivent être mis en place entre les étapes, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les couvrir. Si vous êtes sur un secteur où vous vendez des prestations hyper spécialisées, vous n'êtes pas forcément obligé d'être sur des phases du parcours où les niveaux de maturité sur votre sujet sont nuls, sont à zéro en fait. Vous pouvez très bien débuter votre parcours sur des niveaux de maturité moyens ou élevés. Alors, le deuxième point, c'est les objectifs. L'idée, c'est de se dire que dans tous les cas, nos utilisateurs, ils ont une attention limitée. Ce qui veut dire que attention limitée, temps limité, en vrai, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour les convaincre. Donc l'idée, c'est de la même manière où on dit en général sur une slide, un message, pas plus, bah, en fait, sur un projet de site ou sur un contenu, on va essayer de reproduire ce pattern en disant qu'un projet, c'est un projet, par exemple votre site internet, c'est un objectif principal et on vous accorde des objectifs secondaires. Par contre, sur un contenu, en fait, on va restreindre ça et nous, on va partir du principe que un contenu, c'est un objectif principal, un seul. On peut établir des objectifs qu'on appelle d'étapes, mais tout l'intérêt des objectifs d'étapes, c'est qu'ils viennent construire le chemin vers l'objectif principal. Et en général, la petite note, on a tendance, nous, à définir des objectifs par des verbes d'action, en fait. Pas par des phrases, mais par des verbes d'action. L'intérêt, en fait, c'est de choisir le verbe pour vous le plus juste, en fait, et d'éviter de tomber dans des objectifs qui sont bien trop communs. L'objectif de générer du lead, ça, c'est pas un objectif, en fait. Aujourd'hui, c'est pas un objectif. C'est comme si on disait l'objectif, c'est de vendre.
Bah oui, mais c'est quoi c'est quoi le contexte en fait? Il y a quoi autour de vendre? Vendre, c'est quoi? Ou, enfin, générer un lead, pareil, c'est quoi? C'est recueillir un email ou c'est recueillir un lead qualifié, c'est recueillir un besoin spécifique, etc. Donc l'idée, c'est un verbe d'action, il doit être spécifique. Le troisième élément qu'il vous faut pour réfléchir du contenu de manière maligne, c'est des personas qui ont du sens. En soi, la problématique des personas, c'est que c'est une pratique qui s'est beaucoup démocratisée, ce qui est bien en soi. Elle force à réfléchir aux gens qu'on cherche à convaincre. La grosse problématique de cette pratique, c'est que bien souvent, nous, on tombe sur beaucoup de cas où les entreprises ne savent pas quoi faire en fait de ces personas. Ils ne savent pas comment les utiliser, comment exploiter ces données personas, etc. Dans beaucoup de cas, ils ne savent pas quoi faire avec ces personas parce que ce qui est relevé, c'est pas forcément intéressant ou pertinent par rapport à leur contexte, à leur business, etc. Donc la clé, c'est de recueillir des feedbacks. Dans notre cas, en fait, on va s'intéresser aux feedbacks utilisateurs qui sont formulés et qui ont du sens. Les feedbacks formulés, c'est des feedbacks qui sont issus d'un élément que vous a transmis votre interviewé, mais dans son langage, en fait. Donc c'est vraiment, c'est formulé, en fait. Voilà. L'interviewé a dit réellement son problème, vous avez noté le problème tel quel, et après on peut travailler sur cette base. Donc par exemple, l'idée, c'est de se dire qu'un pain point relevé, par exemple votre persona qui vous dit ce truc qui marche jamais, ça amène à un besoin. L'idée de ce besoin, c'est que vous reformulez le pain point de votre persona, vous lui proposez en fait, et l'avantage, c'est qu'en reformulant, vous validez la compréhension de son problème. Donc un pain point relevé qui est ce truc marche jamais, qui en soi est la version sans filtre, peut devenir j'ai besoin de fiabilité avec ce truc, en fait. Si le persona vous le valide, si un ah ouais en fait c'est ça, voilà, vous avez déjà une bonne base. À partir du moment où vous avez le besoin, vous pouvez proposer une réponse en fait. Alors la réponse c'est il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là j'ai mis un exemple, c'est testé par des pros dans des conditions extrêmes. Donc la réponse ça peut être une explication, ça peut être un argumentaire, etc. Et la réponse découle normalement en principe sur votre solution. Achetez notre truc à nous. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit dans ce déroulé, c'est que le nous, ce que je rappelais avant, euh, dans beaucoup de cas, on a tendance à parler de nous en premier, c'est que le nous, il arrive en fin de parcours ici. Le nous, c'est la conséquence de tout le parcours qui part d'un pain point utilisateur jusqu'à votre solution, mais votre solution, elle arrive vraiment à la fin. Et un des avantages que vous avez en traitant les pain points de vos personas de cette manière, c'est qu'en fait, vous construisez des déroulés de contenu de manière assez naturelle. Si vous prenez ces 4 phrases, on peut facilement imaginer un contenu de page, enfin un déroulé de page ou bien un déroulé de chapitrage dans une page. Donc ça va beaucoup nous aider. Le dernier élément qu'il nous faut pour travailler sur cette thématique-là, c'est une première vision d'arborescence. C'est toujours intéressant de commencer avec une première vision, même si on va la changer, même si à la fin il va pas en rester grand-chose, parce que cette première vision, pardon, elle permet de faire le point, elle permet de synthétiser ce qui se passe à l'instant T, elle permet déjà de voir, de visualiser réellement euh, quel est le pourcentage de nous et quel est le pourcentage de vous. Donc si vous remarquez que dans votre arborescence, vous parlez davantage de vous que davantage de sujets qui concernent vos clients, vos prospects, etc., c'est déjà qu'il y a un problème. Là-dessus, on pourrait facilement utiliser Pareto en se disant que on va parler 80% du temps, on va parler à nos utilisateurs de leurs problèmes. Est-ce qu'on a bien compris le problème? Est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on explique pourquoi c'est important? Est-ce qu'on explique un process? Est-ce qu'on est didactique? Est-ce qu'on propose des solutions? Est-ce qu'on explique les solutions? Enfin, est-ce qu'on explique de quelle manière est-ce que les solutions vont répondre à leurs problèmes? Voilà, ça si on leur parle à eux, dans 80% du temps, et les 20 derniers pourcents, on peut se les réserver pour nous en disant, bah voilà, dans les 20 derniers pourcents du temps, on peut vous expliquer pourquoi on est les meilleurs, pourquoi c'est chez nous qu'il faut aller, pourquoi on est recommandé à droite à gauche, etc., etc., etc. Voilà, nous potentiellement, on ne vous laisse que 20%, et il faut se débrouiller avec ça.
Ça vous demande aussi d'être synthétique, ce qui est pas plus mal quand on parle de soi. La vision d'arborescence, elle vous permet aussi de confronter justement cette vision-là, justement, au parcours qu'on a vu tout à l'heure. On va le voir juste après. Ça va vous permettre d'identifier des phases du parcours que vous auriez potentiellement trop couvertes ou pas assez couvertes ou pas couvertes du tout. Et ça va vous permettre d'identifier des trous en fait dans le parcours. Et du coup, bah, forcément, vous allez avoir des pistes sur des problèmes sur lesquels il faut itérer. Le dernier point, c'est que la première vision d'arborescence vous permet de visualiser si oui ou non, en fait, vous atteignez, ou elle, si l'arborescence que vous avez sert les objectifs de votre site. Alors, on est parti. Alors, on va pas encore être dans la démo, il y a encore un petit peu d'intro, et après, je vous ai préparé une démo avec un cas d'usage. Le premier élément, c'est une fois qu'on a tout ça, en fait, on va placer les pages de votre arborescence sur votre parcours. Donc là, vous les dispatchez. J'ai essayé de vous représenter, j'ai essayé voilà, de proposer une représentation de ce que ça pourrait donner. L'idée, c'est que visuellement, en fait, vous pouvez essayer, vous pouvez visualiser euh, quelles zones sont surreprésentées, quelles zones ne sont pas couvertes du tout, quelles zones manquent de couverture, en fait. Ça déjà, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de voir, en fait, c'est factuel. Là, vous voyez qu'en fait, il y a des phases qui sont pas du tout couvertes. Euh, Assez souvent, ce qu'on remarque, c'est que l'usage et l'évaluation, ça l'est vraiment pas. Euh, il y a peu de produits ou peu de boîtes qui arrivent vraiment à couvrir ces phases-là, elles sont complexes. Mais l'idée, c'est surtout de s'intéresser à vous et de vous rendre compte qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Ensuite, petite note, en termes de parcours, je vais vous remontrer le parcours avec les différents niveaux de maturité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque étape du parcours, vous avez des niveaux de maturité en principe qui augmentent. Ça veut dire que si vous voulez traiter un niveau de maturité M, en fait, vous avez besoin, à minima, d'avoir traité un M plus 1. Si je veux traiter un niveau de maturité M1 qui correspond à de la recherche d'informations, il faut que je sois sûr que le M0 qui correspond à l'identification du besoin ait été traité à minima. Pareil, si je veux pouvoir traiter de l'achat, c'est bien si je peux traiter en amont, c'est bien si j'ai traité la comparaison, si j'ai blindé le truc en fait. Si à l'inverse vous êtes sur une niche et potentiellement il n'y a que vous sur le business et qu'il n'y a pas besoin de comparer, là ça peut être une raison pour laquelle si vous faites l'achat, vous n'avez pas besoin de traiter la comparaison. Par contre, vous traiterez sans doute nécessairement la phase d'information parce que vous allez décrire en fait ce que vous vendez. Ensuite, le rebond d'une maturité à une autre, nous on essaie de faire en sorte que ce rebond-là se fasse soit vers, si on est sur un niveau de maturité, imaginons 1, on va soit faire du rebond vers aussi le niveau 1 ou bien vers le niveau 2. La seule raison pour laquelle, et c'est le point 3, pour laquelle on va se permettre éventuellement de faire un saut vers un niveau de maturité inférieur, c'est uniquement pour amener du contexte, en fait. C'est, voilà, vous avez l'exemple, imaginons on est en phase, on a un contenu qui est situé dans la phase d'exploration, en fait. La seule raison que j'aurai de faire un lien vers une maturité inférieure, c'est de faire un lien vers un contenu qui explique un petit peu le contexte, en fait, de l'exploration. Voilà. Ensuite, petit rappel sur les objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de garder en tête que l'objectif et la maturité sont liés, en fait. Vous ne pouvez pas demander des objectifs, imaginons, je sais pas, vous êtes Tesla, c'est compliqué de demander à quelqu'un d'avoir un objectif achat, en fait, si on est sur des maturités complètement basses, en fait. Euh, je parlais de Tesla, ça peut être le véhicule électrique ou ça peut être si vous vendez des produits ou des services qui nécessitent un background et une compréhension précise, ben en fait, forcément, objectif et maturité sont liés. Ça veut aussi dire que ça n'a aucun sens de taper sur des objectifs
hyper élevé, hyper ambitieux, en fait, si vous traitez des contenus qui sont sur des niveaux de maturité hyper bas, en fait. Les objectifs, ça peut simplement être rebondir. Mais cherchez pas à faire des objectifs tout de suite convertir, acheter, si en fait vous êtes sur un contenu qui correspond à du newbie, en fait. Et ensuite, le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a les objectifs de votre site, de votre projet, et on a les objectifs de vos contenus. En principe, les objectifs de vos contenus, qui sont des objectifs qui sont plus au niveau micro, en fait, ils vont servir à alimenter le chemin vers les objectifs macro de votre projet. Donc il y a vraiment tout il y a vraiment tout en principe qui est censé se coordonner. C'est l'exemple que je mets, que j'indique. Pour actionner, on a pour faire en sorte que l'utilisateur fasse une action vers nous, achète, nous contacte, etc. On a d'abord besoin de confirmer son besoin, d'expliquer, de convaincre, et c'est une fois qu'il est convaincu et qu'il est au bout de son parcours qu'en fait il est prêt à s'actionner. Mais voilà, il faut qu'il y ait un parcours d'objectif également. Est-ce qu'il y a déjà des questions jusque-là? Si vous avez des questions déjà sur ces premiers éléments, on peut regarder, on peut en parler, ou si c'est clair, indiquez-moi simplement dans le chat que tout est clair, que tout est compréhensible, et on passe à la suite. A priori, pas encore de questions. Allez, c'est clair. Eh ben, on y retourne. Donc on était à penser un parcours vers l'objectif. Ensuite, la dernière étape, c'est une des plus importantes, c'est ranger son plan de travail. En fait, là, depuis le début, je vous déroule pas mal de choses sur lesquelles s'interroger. L'idée, c'est qu'à un moment, il faut syndiquer toutes les informations et surtout, il faut que ces informations, on puisse les visionner de manière synthétique, qu'on puisse les partager, qu'on puisse itérer dessus et qu'on puisse en faire une roadmap et qu'on puisse les planifier. Donc, l'idée, c'est que, bon, ça, c'est un de mes trucs à moi, c'est les tableurs. L'idée, c'est, voilà, trouver la forme qui vous convient, mais trouver une forme qui vous permet de synthétiser l'ensemble. Donc, on va attaquer la partie démo. Attention, il va y avoir, ça va être dense. On a pas mal de choses à voir. Alors, la majorité de la démo, elle va concerner, pardon, le document que je vous ai montré sur la slide précédente, en fait. Ce document, il est composé il y a plusieurs étapes pour le comprendre. La première étape, c'est justement où on traite l'arborescence. Donc, on indique, on va jusqu'à 4 niveaux, mais souvent, on arrive rarement au quatrième niveau. L'idée, c'est que on va lister tous les contenus de votre site là-dessus, on va les placer sur un niveau d'arbo, et après, on va traiter dans la colonne à droite la manière dont on y accède. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'arborescence n'a rien à voir avec la navigation de votre site. L'arborescence, c'est la manière dont les contenus sont structurés, en fait. La navigation, le menu, vous appelez ça comme vous voulez, ou votre menu footer, votre menu header, on s'en fiche. La navigation, c'est rien d'autre qu'un accès rapide à une sélection de pages précises, en fait. C'est rien d'autre que ça, en fait. La navigation de votre site, c'est pas l'arborescence de votre site. La preuve, vous avez toutes les pages de votre site ne sont pas accessibles via votre navigation, ou n'ont pas vocation à être accessibles via la nav. Typiquement, si vous êtes sur des contenus sur des arbos niveau 3 ou 4, à mon avis, ces contenus n'auront pas forcément vocation à apparaître dans la nav, mais peut-être à être. L'accès à ces contenus se fera peut-être via des pages de niveau 2 ou de niveau 1. Donc c'est tout l'objet de cette colonne accès à la page, c'est de préciser comment est-ce qu'on arrive sur ce contenu. Via la nav, la sous-nav, via un lien quelque part sur le site, via une campagne, etc. En numéro 2, on a une colonne pour la stratégie des URL et pour les enjeux SEO. L'idée de ça, c'est de se dire qu'un contenu sur mon site, même si les URL, on les copie-colle, etc., nous, on aime bien réfléchir à cette problématique-là parce que l'URL, c'est du texte, en fait, et que l'URL, c'est toujours une opportunité de générer des contenus rapides, de générer des accès rapides, pardon, à nos contenus. Et du coup, je trouve que ça a vraiment du sens de faire un travail digeste sur les URL
plutôt que d'avoir des trucs à rallonge, pas réfléchis du tout, avec des pronoms qui n'ont pas de valeur dedans, avec des caractères qui servent à rien et qui font des URL à rallonge. Donc, travaillez cette question des URL et travaillez-la en mode digeste. Ensuite, il y a la colonne des modèles de page. Ça, c'est ce qu'on utilise parce que nous, quand on fait du site, on fait du WordPress. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va assigner le modèle, le template de page WordPress. Et bien sûr, il y a le poids SEO. Donc là, l'idée, c'est que nous, on a 3 critères. Ça nous permet d'arbitrer. Et vous verrez plus tard, c'est en fonction du poids SEO d'un contenu, en fait, que vous pouvez définir de quelle manière est-ce que vous allez planifier la création de vos contenus. Vous allez d'abord bosser les contenus qui ont un poids fort, ensuite moyen, ensuite nul. C'est tout simplement pour faire en sorte de planifier correctement. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, là, on va entrer vraiment dans le cœur du sujet. Donc ça va être les colonnes objectifs de la page, position de votre utilisateur dans le parcours, maturité de l'utilisateur sur votre sujet et organisation des contenus de la page. Là, l'idée, c'est de se dire que la dernière colonne, en fait, c'est le résultat de colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3. On mélange tout, on fait cuire et normalement, la colonne 4 sur l'organisation des contenus, c'est censé être le plat bien foutu qui résulte de toute votre étude précédente. Bien sûr, pourquoi nous on fait un Excel et que c'est pas, voilà, un Excel, c'est discutable, hein, c'est pas toujours très beau. L'avantage, c'est qu'au moins on reste sur du fonctionnel, on reste sur du contenu. L'idée, c'est que le visuel n'intervient pas à cette étape et il n'a pas à intervenir en fait. Et la dernière étape, ça va être quels sont pour chaque contenu les éléments en relation ou les fonctionnalités clés présentes sur ce contenu. À noter que tous vos contenus n'ont pas vocation à être maillés sur votre site. Voilà, typiquement une landing page, est-ce qu'elle a vocation à être maillée? On ne sait pas. C'est pas moi c'est des questions de SEO, donc là vous demanderez à votre expert. Et tous les contenus n'ont pas vocation à renvoyer vers d'autres contenus aussi. Même exemple, la landing. Est-ce qu'une landing page a vocation à renvoyer vers d'autres contenus? Je ne pense pas. Le principe de la landing page, c'est qu'elle est censée agir en entonnoir et qu'à la fin, il y a une action. Et puis voilà. Si on propose de la fuite vers d'autres contenus, eh ben, on réduit les chances d'arriver à notre objectif principal. Alors, on est parti. Voici le document qu'on vous propose, enfin sur lequel on vous propose de travailler aujourd'hui. Donc, c'est un document qu'on a commencé il y a quelques années et qu'on met à jour au fur et à mesure des projets, en fait. Au fur et à mesure des projets, des problématiques clients qu'on rencontre, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est que ça donne un doc qui est assez huge, en fait. Je suis d'accord. Mais au moins, il couvre la majorité des cas qu'on traite. Je vais mettre un petit coup de zoom, comme ça, vous y retrouverez. Non? Bah forcément, si je me trompe de touche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce contenu? Grosso modo, on a les colonnes que je vous ai montrées avant. Et là, en fait, je vous ai préparé un déroulé en 3 étapes, en fait, pour qu'on puisse voir un peu une étude de cas. Donc, la première étape, ce serait celle-là. Ce serait de se dire qu'en fait, on a travaillé un premier lot, un premier projet d'arborescence. Bien sûr, j'ai appliqué ce que je vous conseillais d'appliquer plus tôt, c'est-à-dire que il y a des contenus niveau 1 qui sont accueil, enjeu service, on va y venir plus tard. Vous avez le blog, vous avez à propos de moi, parce que je vous ai dit que pendant 20% du temps, on aura le droit de parler de vous, contact, mention légale, etc., etc. Ce que j'ai aussi appliqué, c'est de me dire que, en fait, l'étude que j'ai faite sur mes personas et sur leurs pain points m'encourage éventuellement à faire du contenu qui va traiter de ces pain points. À partir du moment où j'ai 5-6 interviewés qui vont me répéter la même chose, je suis en droit de me dire que c'est quelque chose qui va sans doute c'est une question qui va sans doute être posée par d'autres personnes. Donc je peux potentiellement déployer un espèce de hub de contenu qui sont liés aux pain points de mes clients. C'est les contenus que j'ai appelés en jeu ici. Typiquement, ça serait. Donc là, vous voyez, les colonnes, on a changé. On est resté sur 2 niveaux pour simplifier.
Troisième colonne, je vous ai mis un exemple, c'est bien plus simple. On serait en droit de se dire que je vais proposer des pages de contenu à mes clients euh, liées à leur pain point, et chaque page, ça va être en fait une syndication de ce qui a été relevé. C'est-à-dire, il y a une page, ça s'appellera par exemple, ce truc ne marche jamais, je perds de l'argent avec ce truc, je ne sais pas comment choisir un prestataire pour ce truc. Donc ça, c'est la page des enjeux. Et après, assez logiquement, j'ai mis la page des enjeux. Vous avez vu que je l'ai mise en lot 2 et je l'ai grisée. C'est-à-dire que c'est pas une page qui va être prioritaire pour moi dans le sens où, stratégiquement, je préfère que mon client me fasse d'abord le contenu sur les pages pain points 1, 2 et 3, et après seulement qu'il me bosse la page des enjeux qui les regroupe tous. Je trouve ça bien plus intéressant. C'est pour ça que là, j'ai précisé l'O2. C'est exactement pareil pour les services. Là, c'est orienté ma boîte, en fait. Qu'est-ce que j'offre comme service? Je vais présenter mes 3 services. Et potentiellement, sur ce doc, je peux aussi indiquer que le service 1, c'est la priorité business. En fait, c'est ma priorité. Et là, dans la page mes services, je l'ai mis dans le lot 2. Je l'ai grisé. Ça veut dire pour moi que à partir du moment où j'ai pas traité les contenus des services 1, 2 et 3 et qui sont pas caroublés, en fait, je m'occupe pas de la page qui liste tous les services. Tout ce que vous voyez en fond jaune, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la progression de la presse. Vous allez voir la manière dont le contenu évolue pour ces pages-là. Ensuite, j'ai rajouté une page qui s'appelle livre blanc, parce que voilà, c'est la mode. Donc imaginons que sur notre sujet, on fasse un livre blanc. Je le mets au niveau 1. Après, bien sûr, un petit blog avec en niveau 2 des catégories x X, des articles x X. Et bien sûr, après le blog, un petit à propos de mon entreprise avec des sous-pages en mode on est les meilleurs, on recrute. C'est des pages que je pourrais mettre au même niveau que la première. Hein. Donc voilà. À côté de ces pages, j'ai rempli les premiers niveaux d'information que j'ai précisés tout à l'heure dans mes slides, à savoir que pour chacune des pages qui est listée là-dedans, vous voyez que l'accueil est aussi listé, hein, mais pour chacune des pages qui est là-dedans, je précise l'accès à la page, la stratégie d'URL, le modèle de page WordPress pour moi, et le poids SEO qu'ici j'ai pas rempli parce que ce live n'a pas vocation à être un live de SEO, donc ça c'est à traiter avec votre expert. Les accès à la page, vous avez là plusieurs exemples, donc la page d'accueil, le seul accès qu'on a à la page d'accueil potentiellement, c'est la navigation via le logo. Ensuite, on peut avoir des pages, les pages d'enjeux. Là, j'ai indiqué que les différentes manières qu'on a d'accéder à ces pages-là, c'est soit via la nav avec potentiellement un méga menu, soit via du push vers un de ces enjeux, sur la page d'accueil par exemple, soit on peut y accéder via une page service, parce que la page service aura dit ce service il marche bien si votre enjeu c'est ça, et hop, on balance vers la page des enjeux. C'est de la prise de. C'est l'exemple typique du contexte que j'avais avant. Soit lien dans le contenu, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes sur un article, à un moment où vous faites un lien vers une page en jeu. Voilà, c'est des liens courants. J'ai fait la même chose avec les services. Les services, on peut y accéder via la nav, via une page d'enjeu. Par exemple, l'enjeu 1, ce truc ne marche jamais. Après qu'on ait le déroulé, soit on va proposer d'être mis en contact avec quelqu'un, soit on va proposer, voilà, justement, pour répondre à cet enjeu, j'ai un service, c'est mon service 1, le voici. Soit le dernier point, c'est lien contenu, comme d'habitude. Autre exemple avec le livre blanc. Le livre blanc, potentiellement, si je le mets dans ma nav, on y accède via la nav. Vu que c'est un contenu marketing, je vais vouloir mettre des pushs à droite, à gauche sur mon site. Et par exemple, une autre méthode d'accès à cette page, ça peut être une campagne. Donc une AdWords, une campagne Facebook, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ensuite, voilà, vous verrez, le document sera à disposition. Donc vous pourrez regarder l'exemple qu'on a traité sur les autres pages. L'idée, c'est qu'on ne va pas tout passer en revue maintenant. Alors, à droite, vous avez tout ce qui concerne la stratégie URL. Donc,
c'est notamment intéressant à partir du moment où on est sur des systèmes sur des niveaux 2, 3, 4 d'arborescence. Par exemple, pour la page d'un enjeu, la question, ça va être de se dire, voilà, l'URL que je veux, c'est est-ce que je veux, vu que la page enjeu à terme, le jour où je la fais, ça sera slash enjeu, est-ce que pour un enjeu en particulier, je veux garder ce slash enjeu dans l'URL ou pas? Ça, c'est noté. Après, les gens, soit ils s'y intéressent, soit ils s'y intéressent pas, mais au moins on aura ouvert le débat. Après, voilà, modèle de page, ça concernera plus WordPress. Vous verrez que ça viendra alimenter la question des objectifs plus tard. Est-ce que déjà à ce niveau, pardon, est-ce que déjà à ce niveau, il y a d'autres questions? Là, pour l'instant, on est sur un mode simple. On se contente de syndiquer les pages et on se contente de réfléchir à la manière dont on y accède. En fait, on se contente, c'est déjà pas mal, hein. Mais voilà, quelque part, vous êtes avec cette première phase, vous êtes déjà en train de choisir quelles pages auront un accès facile et prioritaire et quelles pages n'en auront pas. Allez, si on est tout bon, on continue sur la phase 2. Donc là, vous voyez, les colonnes vont jusqu'à H. Je me suis pas emballé plus que ça suffit déjà pour une première étape. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, j'ai répliqué ce que j'ai fait là, c'est juste que maintenant, vous allez voir vous allez voir comment dire, dans ce que je vais vous montrer, j'ai commencé à remplir beaucoup plus de cases. Donc, les contenus n'ont pas changé, leur accès n'a pas changé. Ce que j'ai commencé à indiquer, c'est les objectifs des pages. Là, vous allez avoir du coup plusieurs exemples de ce que moi j'appelle un objectif avec des mots qui ont du sens en fait. L'objectif de la page d'accueil, j'ai indiqué que c'était qualifié. Ça pourrait être distribué en fait. Et si je dis par exemple à quelqu'un, bah, fabrique-moi une page dont l'objectif c'est de qualifier ou c'est de distribuer ou c'est d'orienter, bah en fait ça vous donne des pistes hyper claires pour commencer à composer votre page. C'est ça tout l'intérêt de poser un objectif spécifique et qui a du sens, c'est qu'après vous allez composer votre page de manière logique pour aller dans ce sens-là. Je vous ai fait un autre exemple avec justement les pages de pain point, donc je dois dézoomer pour que vous y voyez un peu quelque chose, où en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit le pain point 1 et le pain point 2 sont, comment dire, ont des déroulés, ont des objectifs identiques, et pour le pain point 3, par exemple, je veux un objectif final différent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le 1 et le 2, ce truc ne marche jamais, je perds de l'argent avec ce truc. Donc en fait, une fois que j'ai répondu à cette question, l'utilisateur, moi, je vais vouloir l'orienter. Pour l'orienter, j'ai défini des objectifs d'étape qui sont en gris au-dessus. C'est pour l'orienter. Mon premier objectif, ça va être de confirmer, c'est-à-dire de faire en sorte de lui confirmer que c'est bien ça son problème et que j'ai une solution à son problème. Ça va être d'expliquer. Donc d'expliquer pourquoi il a un problème, pourquoi c'est compliqué pour lui, et pourquoi c'est important. Et le dernier point, ça va être de l'orienter. Vous allez voir qu'en termes de contenu, ça change tout. Alors qu'à l'inverse, le pain point 3, j'ai volontairement mis un pain point avec un wording où on capte que c'est un peu plus orienté. C'est je ne sais pas comment choisir un prestataire pour ce truc. À partir du moment où mon personnage m'a dit ça, si je l'écoute un petit peu, je me rends compte que en fait, il a envie de choisir. Il a déjà envie de choisir. Il en a marre de galérer avec son truc. Il a envie de choisir, c'est juste qu'il galère à comparer, potentiellement, ou à comprendre les différences. Donc, l'objectif définitif de ma page, ça va être de le convaincre, en fait. Ça va pas être de l'orienter, ça va être de le convaincre. Parce que là, il est mûr, il est prêt à y aller, donc je le veux. Mais pour le convaincre, j'ai défini des objectifs d'étape qui sont, par exemple, pour le convaincre, je vais devoir le rassurer. Pardon. Hop, on est là. Pour le convaincre, je vais devoir le rassurer. Je vais devoir me différencier. Et c'est une fois que je l'aurai rassuré, que je me serai différencié, que j'aurai des chances de le convaincre.
J'ai fait la même chose pour les services. Donc les services, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le service 2 et le 3, je les traite de la même manière. Et le service 1, je le traite à part. Pour une raison simple, c'est que le service 1, j'ai noté qu'il était prioritaire en termes de business. Donc comme il est prioritaire, l'objectif que j'ai par rapport à ce service, c'est de déclencher en fait. Là, je veux vraiment déclencher un achat. Donc pour déclencher l'achat, je vais devoir crédibiliser, je vais devoir me crédibiliser, ou crédibiliser ma solution ou mon service. Je vais devoir ensuite projeter l'utilisateur dans l'utilisation ou la consommation de mon service, et ensuite je vais pouvoir déclencher. Tandis que pour des services plus courants, les services 1, 2 et 3, je veux actionner. Donc actionner, déclencher, on pourrait dire que c'est la même chose, mais actionner, dans ma tête, ça serait plus je veux qu'ils prennent contact avec moi, je veux une demande de rappel, je veux un truc comme ça, tandis que déclencher, ça serait déclencher une vente. Donc pour l'actionner, je vais devoir le projeter, faire en sorte qu'il se projette. Voilà, je vous ai fait l'exemple avec 2 autres pages rapidement. Le livre blanc, je veux récolter. En général, ça sert à ça, hein. Et tout le monde dit choper du lead. En fait, le livre blanc, ça sert juste à récolter des emails de gens qui l'ont téléchargé, donc qui potentiellement s'intéressent au sujet sur un niveau de maturité qui est parfois un peu inconnu. Et le blog, c'est l'exemple où vous pouvez avoir plusieurs objectifs parce que sur votre blog, vous pouvez à la fois attirer du trafic, vous pouvez à la fois éclairer si vous faites du contenu qui est dédié à comprendre ce qui se passe, et vous pouvez aussi tenir informé parce que ça peut être du contenu qui est dédié à crédibiliser votre boîte. Une fois que j'ai mes objectifs, je positionne à chaque fois mon utilisateur sur le parcours. Donc là, là vous voyez, nous, dans notre doc, on a reproduit notre parcours sous forme de liste roulante. Après, de temps en temps, sur certains contenus, c'est compliqué de positionner votre utilisateur de manière ultra précise. Donc soit on arrive à positionner notre utilisateur de manière précise et on l'indique. Là, par exemple, le pain point 3, on sait que voilà, je ne sais pas comment choisir un prestat pour ce truc. Il est déjà en phase de comparaison, en fait, et il est déjà éclairé. Tandis que sur les pain points 1 et 2, là, on a indiqué 1 et 2, ça veut dire qu'il est à la fois en découverte du besoin et en exploration de recherche. Donc si ce truc ne marche jamais mais qu'il regarde un petit peu des sites, c'est que déjà il sait qu'il a un problème et qu'il essaie de s'en sortir. Il n'est pas encore décidé à faire un acte d'achat, mais il cherche à s'en sortir. Donc la position sur le parcours, elle est présente pour chacun des contenus, en fait. Idéalement, on arrive à trouver une position précise, c'est le cas le plus facile, et sinon, on en a des plus compliqués. Là, par exemple, le livre blanc, je l'ai mis en 2-3, parce que j'estime que le livre blanc, souvent, on tombe sur des gens qui sont en phase d'exploration, de recherche, ou de comparaison, considération. C'est un peu complexe de définir, en fonction des cas, de définir l'étape du parcours du livre blanc. Et vous avez d'autres sujets encore plus galères, le blog par exemple, où le blog, vu qu'on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus 360, on est sur des niveaux sur des positions de parcours, sur le parcours qui sont beaucoup plus vastes. Là, j'ai indiqué 1, 2, 3. Voilà. On pourrait très bien aussi imaginer que il y a du 7 si par exemple vous faites des interviews d'anciens clients ou des choses comme ça. Une fois qu'on a la position sur le parcours, bien sûr, on va évaluer la maturité de l'utilisateur sur le sujet. Nous, on fait en sorte, on en met 3 en fait, parce que plus on met le choix, plus c'est compliqué de faire un choix justement. Donc l'idée c'est simple. Est-ce que l'utilisateur il connaît votre thématique ou c'est un newbie? Est-ce qu'il commence à être éclairé quand on lui parle de votre thématique, il commence à comprendre ce qui se passe? Ou est-ce que c'est un expert tout simplement? En 3 points, on arrive facilement à définir ce qu'on fait. Donc là, vous voyez, pour chacun des contenus, donc il y a du newbie, il y a de l'éclairé. Forcément, lui, il est en phase de comparaison. Donc, il est déjà sur un niveau de maturité où il est plus éclairé. De la même manière où sur mes services, mon service pro business, en général, les gens, ils sont dans des phases 3, donc ils vont être beaucoup plus éclairés que sur les autres services, imaginons, où ils sont davantage newbie. Pareil sur le livre blanc. Et tout ça, donc avant, on parlait de résultantes. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En fait, avec tout ça, on va se dire, mon objectif, plus la position de mon utilisateur dans le parcours, plus son niveau de maturité, va m'aider à fabriquer un déroulé de contenu type, en fait. Et on y arrive uniquement maintenant
C'est ça le cœur de ce live. On y arrive maintenant parce qu'il fallait comprendre tout ce qu'il y avait avant. C'est qu'en fait, vous allez dérouler votre contenu en fonction de toutes ces colonnes qu'on a vues et de toutes ces données qu'on a recueillies. Un truc tout bête. À partir du moment où vous avez identifié que votre utilisateur est en 1-2, en fait, ne commencez pas à lui parler du reste. Ça sert à rien. En fait, il est encore en 1-2. À partir du moment où il a été identifié comme un niveau newbie en maturité, parlez-lui avec des mots qu'il va comprendre, en fait. Ça sert à rien de parler technique, je sais pas, de mettre des anglicismes dans tous les sens, etc., etc. De faire son show, ça ne servira à rien. Vous parlez à des gens qui sont sur 1-2 et du newbie. Et rappelez-vous que à ce niveau-là, ce que vous cherchez à faire, c'est les orienter, c'est pas les signer. Donc là, ça vous aide en termes de comment j'écris et en termes de quoi j'écris. Bah là, en fait, en principe, vous gardez ça. Et là, je vous ai fait des propositions de déroulé qui pourraient être intéressantes. Donc, par exemple, pour les pain points, ça pourrait être de se dire, je commence avec une intro qui me sert à confirmer la situation et à faire en sorte que mon persona se reconnaisse là-dedans. Donc, confirmation de la situation et confirmation de la reconnaissance du persona. Ensuite, je lui rappelle pourquoi c'est important que ce truc marche. Il le sait, mais ça m'aide à confirmer encore plus. Je peux commencer à expliquer là-dedans pourquoi pourquoi le fameux truc est important. Ensuite, je peux même rappeler avec un petit mot d'expert glissé comme ça, qu'est-ce qui fait un bon truc, en fait. Là, je commence à le préparer. Il est en phase 1-2. La phase 3, c'est la considération. Donc potentiellement, si je l'oriente, je vais vouloir l'orienter sur une phase 2 ou une phase 3. Donc je commence à le préparer à la considération en glissant du mode expert. Ensuite, quoi vérifier quand on choisit un truc? Là, je commence vraiment à l'orienter. Mais l'idée, on va pas être bête, hein. Si vous pouvez répondre à son problème, l'idée, c'est de l'orienter vers votre solution. Et ensuite, est-ce qu'il a besoin d'aide? Soit il contacte un expert, il passe, il passe sur un niveau supérieur. Soit quoi vérifier quand on choisit un truc, il y a de l'orientation. Je pourrais aussi lui proposer les services de ma boîte qui répondent à son problème. Et bien sûr, vu que l'objectif c'est orienté, à la fin, je lui indique d'autres ressources. Donc je lui indique des articles de maturité identiques ou inférieurs s'il a besoin de plus de contexte. Et en V2, on pourrait très bien imaginer que vous développez tout un wiki ou tout un hub de contenu sur le truc et que vous pouvez l'orienter vers des contenus spécifiques sur ce truc. La différence, vous allez la voir avec le contenu suivant. Le contenu suivant, l'objectif final, c'est de convaincre. On est sur une maturité 3 et on est sur éclairé. Ça veut dire que on va chercher à faire en sorte que l'utilisateur il aille soit sur du 3, soit sur du 4. Du 4 potentiellement. Il est éclairé, donc potentiellement, ça veut dire qu'en termes d'éléments de langage qu'on va utiliser, on va pouvoir être un peu plus précis, en fait. Donc pareil, on va avoir de l'intro. Pourquoi c'est difficile de choisir le bon prestat pour son truc? Comme ça sert à ce qui s'identifie et à le rassurer. Quels sont les enjeux? On lui dit pourquoi c'est important. Qu'est-ce qui est important quand on cherche un partenaire pour son truc? Bah là, on commence déjà à ouvrir la porte vers l'objectif de différencier. Et ensuite, on se différencie vraiment. Chez nous, par exemple, comment ça se passe avec un client? Donc là, c'est Langui. C'est au lieu de dire, eh oh, nous, on est les meilleurs. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est important quand tu cherches quelqu'un pour faire ton truc? Ah ouais, nous, par exemple, chez nous, ça se passe comme ça, par exemple. Et voilà, vous commencez à intégrer le cours du récit de votre contenu de manière smooth, de manière élégante, sans que ce soit trop bourrin. Et à la fin, vous pouvez le finir avec du témoignage client, des exemples avec des stats. Et bien sûr, vu que le point c'est convaincre, voilà, c'est être rappelé par un expert du truc. Donc là, c'est je te donne un formulaire, donne-moi tes contacts et je te rappelle. Donc vous verrez, je l'ai fait de manière beaucoup plus brève sur les autres contenus, mais l'idée c'est juste de se faire une idée de ce qui se passe. Et bien sûr, quand on a tout ça, il restait une dernière colonne à voir, qui est dans le dernier point. La dernière colonne va concerner ce qu'on appelle les éléments mis en relation, les fonctionnalités clés. L'idée c'est simplement de se dire que une fois que j'ai structuré le contenu de ma page, vers quoi ça va renvoyer, en fait. Donc là, un pain point, on a dit que ça renvoyait vers des pain points similaires, vers des ressources, vers des articles ou vers des solutions. Voilà. Par exemple là, rebond après validation de formulaire, vers des solutions, vers des case studies, en tout cas ça rebondit.
L'idée, c'est de faire la différence, par exemple, et c'est de le noter, comme ça vous pouvez le visualiser, c'est de faire la différence avec certaines pages, typiquement des livres blancs, où l'idée, c'est qu'on n'a pas d'éléments en relation, en fait. On ne va pas faire de lien externe, par exemple, sur cette landing page. On va vouloir atteindre l'objectif qui est de récolter, et tant qu'il n'y a pas récolté, il n'y a rien d'autre. Donc, à la fin, c'est télécharger le livre blanc, et éventuellement, là j'ai mis nada, mais éventuellement, vous pourriez dire que au téléchargement du livre blanc, on peut proposer une ressource en plus, une vidéo, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la trame qu'on utilise. Elle marche plutôt bien jusqu'à présent sur les différents projets sur lesquels on travaille. Et surtout, elle permet d'avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, quand, sur quelle base, pourquoi on le fait comme ça, qu'est-ce qui vient, quels objectifs viennent alimenter les objectifs complets de mon site. Ça permet aussi de visualiser les hubs de contenu que vous mettez en place. Et après, en interne, bah, ça permet à chacun de s'organiser. Hop. Voilà. Donc on arrive dans le temps que ma slide s'affiche. On arrive dans un timing, un bon timing, ce que j'appellerais un bon timing. À vous de me dire si vous avez trouvé ça simple, pas simple, si vous avez trouvé ça pertinent, pas pertinent. Je veux dire, l'idée c'est d'en parler, hein, forcément. En tout cas, si vous deviez retenir trois choses, c'est quand vous faites tout ce document, ce que je vous conseille, c'est d'identifier des patterns. Il y a des pages qui vont avoir des patterns que vous pouvez répliquer. Ben, dans ce cas-là, répliquez-les et rationalisez le boulot en fait. Allez pas faire deux fois ce que vous pouvez faire une fois. La deuxième chose, c'est hiérarchiser, planifier la création des contenus. Dans le cas que je vous ai montré, c'est les pages, les contenus, tous les enjeux ou tous les services, je les mets en V2. Parce que tant que j'ai pas le descriptif des services, ça n'a pas de sens d'avoir une page tous les enjeux qui renvoient vers aucun enjeu en fait. Et enfin, situez à chaque fois les contenus sur l'échiquier du parcours de votre utilisateur et gardez toujours en tête quelles étapes du parcours sont remplies, quelles étapes ne sont pas couvertes, quelles étapes le sont trop, et ça vous permet de visualiser à chaque fois la manière dont vous pouvez un petit peu, dont vous pouvez challenger vos contenus et piloter l'évolution des contenus de votre site. Donc voilà, on est arrivé au bout, on a tenu le timing. Donc c'est l'heure des questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce live ou pas? Est-ce que ça vous a paru clair? Pas du tout. Est-ce qu'il faut revenir sur des éléments? Sentez-vous libre. Alors on a API très pertinent, même si ça ne l'est pas toujours pour le client qui ne voit que la génération de lead. Alors justement, on a aussi pas mal de cas comme ça où générer du lead, c'est l'objectif par défaut. En fait, en général, ce qu'on fait, c'est de demander, bah oui, mais c'est quoi un lead? Et là, vous verrez que assez souvent, quand les gens commencent à parler, vous verrez qu'ils disent c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et en fait, en les faisant parler, vous arriverez facilement à leur montrer que générer du lead, c'est un objectif qui est bien trop commun et qu'il va falloir découper cet objectif parce que quand ils vont vous parler de générer du lead, exemple 1, 2, 3, 4, 5, vous allez voir que c'est des niveaux de maturité complètement différents, que potentiellement c'est des personnes différents à qui vous adressez un message différent. Et en fait, c'est en les faisant parler et en les forçant justement à découper ce qu'ils ont en tête que vous allez pouvoir les aider à créer des structurations ou des idées de structuration de contenu en fait. Donc, on a aussi eu ce cas-là où justement générer du lead, c'était vraiment le truc, un petit peu le truc, la réponse par défaut. Le truc, c'est que en faisant parler les gens, vous arrivez à les, vous arrivez à les amener vers des détails, euh, ouais, des détails, des spécifications bien plus précises, etc. Super approche bien organisée, merci. C'est c'est la signature des Google Sheets. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas des questions de cuisine, hein. C'est pas... Voilà. Quoique, on pourrait essayer. Est-ce qu'il y a des questions de cuisine? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. On va vous laisser continuer votre journée. Avant de quitter ce live, petit point, bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On va rediffuser ce live sur YouTube. On va aussi donc rediffuser ce live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le partager, à le revisionner. Vous pouvez poser vos questions même après l'avoir revisionné. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, on est là pour y répondre. Euh, si vous êtes inscrit au live, en général, on vous fait aussi suivre un mail pour vous demander de noter les lives, en fait. Ça nous permet à chaque fois d'avoir du feedback sur les lives, de savoir s'ils sont appréciés, s'ils ne le sont pas, s'il faut qu'on change la construction des lives ou pas. Ça vous permet de nous poser des idées sur des contenus que vous aimeriez bien nous entendre aborder ou nous voir aborder. Et surtout, sur cette fin d'année, en fait, le tout dernier live de l'année en décembre sera consacré aux questions fréquentes qu'on a le plus souvent, que ce soit sur WordPress, sur la créa, sur la conception, ça peut être sur le contenu, même si voilà, on n'est pas une agence de contenu. Mais en général, on fait tourner ce formulaire-là parce que depuis quelque temps, on cherche déjà à recueillir les questions les plus courantes. Et l'idée, c'est que ce dernier live de décembre sera une grande FAQ. Donc ça sera soit de la démo s'il faut, soit de l'explication. Donc ça sera une grande FAQ sur les questions fréquentes. Donc n'hésitez pas à partager, déjà à participer au sondage qu'on vous envoie, et puis ensuite à le partager. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez mangé, tant mieux. Si vous n'avez pas mangé, bon appétit. Euh, Si vous avez mangé pendant, bande de vénards. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain live FTS. Merci à tous pour votre fidélité. Au revoir.